Je suis ravie de vous retrouver ce mois-ci avec le livre de Sonia Barkala. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement oui, c'est vrai, l'association Femmes et Diversité. Puis, je démarrerai avec la première question. Et comme je disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment que ce soit interactif. Alors, Femmes et Diversité est une association qui œuvre pour plus de diversité et pour rendre les femmes plus visibles à travers des outils de communication qu'on réalise et qu'on produit. Donc, on travaille sur 3 axes essentiellement. Le premier axe, c'est un film documentaire qui propose de déconstruire ou de changer le regard sur la population de culture musulmane en France à travers les femmes franco-maghrébines. Donc, c'est un documentaire qui est en cours, que j'ai autoproduit. Et on est en train de travailler sur on est en train de sortir un 26 minutes qui sera probablement disponible courant cet été. Donc, on est en train de finaliser. Il nous reste 1 ou 2 journées de tournage et ce sera fait. Le deuxième axe, c'est une collection de portraits de femmes inspirantes, des modèles identificatoires accessibles, comme j'aime appeler. L'idée, c'est toujours, encore une fois, de mettre en lumière ces femmes qui œuvrent loin des projecteurs, loin des couvertures médiatiques, et qui rendent nos sociétés plus inclusives, plus humaines et plus humanistes. Le troisième axe, c'est de mettre en visibilité justement ces femmes qui abordent des questions qui nous concernent. Et à travers le Book Club, j'ai trouvé que c'était un excellent moyen à la fois de valoriser la littérature de femmes qui n'ont pas toujours de couverture médiatique, des premières écrivaines ou premières autrices ou auteurs, comme c'est le cas avec Sonia Barkala, et aussi d'aborder des sujets qui intéressent les femmes. Ce que j'ai constaté, c'est que les femmes prennent pas autant le temps de lire. Donc, cette pause littéraire d'1 heure, c'est aussi pour encourager les femmes à prendre le temps de lire, un temps pour soi, 1 fois par mois, de mettre en lumière ces écrivaines contemporaines qu'on a envie d'écouter, de voir, et d'aborder des sujets en fait qui nous intéressent. Donc, j'essaye de limiter le live à 10 personnes, mais je suis assez flexible sur, voilà, on peut être 15. Parce que l'idée, c'est de valoriser justement ces interactions. Alors, ce mois-ci, je suis très heureuse d'accueillir Sonia Barkala, qui est réalisatrice, productrice, conférencière, et qui signe son premier livre avec Et si cela vous arrivait. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé personnellement très complet. À la fois, il aborde les questions d'un point de vue scientifique, mais pas que, puisqu'il y a aussi une dimension spirituelle très, très intéressante, très basée sur les témoignages. Je trouve que tu as énormément valorisé le témoignage, ce qui est vraiment génial. Et c'est vrai que ma première question, elle tourne autour du fait que de tout temps, l'humain s'est posé la question du sens de son existence et ce qui se passerait après la mort. Alors ce livre, extrêmement bien documenté sur les avancées scientifiques des EMI, des témoignages, des expérienceurs, c'est aussi l'histoire d'une jeune femme qui croit en ses rêves et qui prend son destin en main en réalisant ce qui la pousse au plus profond d'elle-même, un film, 2 conférences internationales, un livre. Et je trouve vraiment, Sonia, que ton parcours nous inspire et nous montre la force de la résilience et de la détermination. On sent pourtant que ce livre parachève quelque chose, puisque c'est un travail de mémoire sur ce que tu as réalisé, tout autant que ton travail sur les expériences de mort imminente. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel contexte tu as démarré l'écriture de ce livre? Est-ce que le confinement y a été pour quelque chose? Eh bien, oui, absolument. Merci encore une fois, Leïla, de cette invitation. Merci à toutes d'assister à ce book club. Alors, ce livre, il n'était pas prévu. Contrairement à tout ce que j'ai pu réaliser, on va dire que c'est une première, parce que c'est une proposition d'un éditeur par l'intermédiaire d'un agent littéraire, donc Stéphanie Honoré, qui m'ont proposé toutes les deux d'écrire mon parcours à travers les EMI. Ça changeait en fait d'un livre essai sur les EMI uniquement. Et c'était suite à en fait, il y a une conférence que j'ai donnée en novembre 2019 où je racontais un peu mon parcours. Et puis, le jour de mon anniversaire, j'ai reçu ce fameux SMS comme un cadeau
de cette proposition. Donc, j'ai accepté tout de suite. Hein. Je crois que j'ai mis moins d'une demi-seconde à répondre oui. Et puis, entre le moment où... je crois qu'une semaine après, j'ai eu rendez-vous dans les bureaux d'Hachette. Et il y a eu la grève des Gilets jaunes, où j'étais restée bloquée à Paris. Donc, il m'a obligée, en fait, à aller à ce rendez-vous, quelque part, et pas retarder encore l'échéance après la grève. Et puis, j'ai dû commencer le livre pendant le confinement. Et ce livre a été écrit pendant le confinement. Alors que j'avais déjà bien entamé la réalisation de nouveaux films sur les EMI, que j'ai dû mettre en stand-by. D'abord à cause de tout ce qui était grève des Gilets jaunes, et puis après le Covid. Donc, toute l'année 2020 a été consacrée à l'écriture de ce livre. Et ça a été vraiment très thérapeutique. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, la première surprise, je t'avoue que ça a été moi, parce que moi qui n'aime pas à l'origine écrire, je m'en sentais pas capable, puisque c'est une proposition qu'on m'avait déjà faite il y a à peu près 10 ans, et où je sentais aussi que c'était pas encore le moment, que c'était pas mûr, et puis je ne sentais pas aussi cette légitimité de pouvoir l'écrire, parce que je sentais qu'il allait se passer encore des choses. Et là, je me suis régalée. Voilà, c'était, on dirait que tout était dans la tête, dans la mémoire, et puis j'avais qu'à écrire, et je me couchais à des heures impossibles, et comme si j'écrivais au kilomètre, que c'était vraiment inspiré. Mais je me suis surprise, et puis c'est vraiment une très très belle expérience. Bon, finalement, le confinement a aussi contribué à être confiné, c'est aussi aller vers son intériorité et aller chercher ce qui est en germe ou en dormant, en tout cas en soi, depuis un certain temps. Donc, c'était l'occasion idéale, finalement. Enfin, en tout cas, le contexte était idéal pour aller faire sortir ce que tu avais à dire et de le faire dans une atmosphère, en tout cas, qui s'y prêtait, parce que c'était calme, il n'y avait rien d'autre à faire. Et donc, c'est le moment de regarder vers soi, comme une sorte de métanoïa, quoi, en quelque sorte. Ah oui, oui. Un retournement vers soi. Et j'avais des choses à dire, c'est que je me suis aperçu que j'avais beaucoup de choses à dire, et j'ai dû obliger même de couper, moi qui ne me sentais pas écrire, qui me sentais pas capable d'écrire un livre, je n'arrêtais pas d'écrire, et j'ai dû même couper parce que c'était à la fin, c'était à la rigueur trop long, quoi. Et c'était incroyable, quoi. C'est vraiment une surprise. Ouais. Génial. Alors, qui a une question? Qui veut poser une question? Bon, j'enchaîne. Très bien. Alors, Sophie. Sophie, il faut réactiver ton micro. C'est bon, vous voyez? Ouais. C'est bon. Quand tu as écrit ton livre, c'était trop difficile pour toi de parler de ta vie personnelle ou ça a été facile de l'écrire? De te dévoiler sur ta vie personnelle, sur ce que tu ressens, sur ce que tu as vécu? Alors, il y a eu 2-3 passages où, effectivement, je me suis surprise à lâcher quand même des larmes. Ça m'a remué un peu, surtout la première partie, quand j'ai reparlé de ma dépression. Mais en même temps, je me dévoile sans trop me dévoiler. Hein. Ce que j'ai écrit dans le livre, c'est ce que j'ai accepté, ce que je me suis autorisé à écrire et à dévoiler. Mais bon, en même temps, ça m'a fait du bien. Mais trop difficile, non, ça n'a pas été trop difficile, mais disons que c'était lié aussi à mon parcours. Donc, l'un n'allait pas sans l'autre quelque part pour comprendre pourquoi je m'étais lancée dans cette aventure. Et c'est très, très, très lié. Donc, et puis, la première question qu'on me pose généralement, et c'est une question qu'on me pose depuis 15 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser aux EMI? Donc, je ne pouvais pas passer à côté de l'expliquer, sinon c'était plus un livre sur un parcours. Ça devenait Oui, c'est indispensable. C'est un lien. Ta vie personnelle est un lien avec. Exactement, avec. Ouais. C'est ça. Ça va avec, ouais. Mais ça a été une thérapie aussi pour toi quelque part alors, puisque tu as pu accepter les choses. Oui, à la fin de l'écriture de mon livre, ça a été très très fort. Il y a eu vraiment des séquences émotions très intenses parce que à la fin du livre, je me suis dit, bon, finalement, j'ai porté un autre regard sur mon parcours parce que j'ai broyé du noir. Je me disais que quelque part, je m'étais tellement investi dans cette cause que j'étais passé aussi à côté de ma vie personnelle. Et puis,
Et puis finalement, bon, je me suis dit, bon, tu t'es quand même battu, quoi. T'as réalisé pas mal de choses. Et ça m'a un peu réconcilié avec moi-même. Et en fait, est-ce que tu as pris conscience que quand tu as écrit le livre ou avant, est-ce que tu avais pris conscience du combat que tu as mené jusque-là? En fait, que tu es revenu loin, quoi. Parce que tu mets les témoignages de EMI, mais toi-même, dans ta vie personnelle, tu reviens de loin, en fait. Oui, je Le reviens. combat que tu as mené, tu reviens de loin. Oui. Ben j'en ai pris conscience, bon, par moments, surtout quand je me suis un peu débattue pour diffuser mon film. Ça a été un réel combat. Parce qu'à la rigueur, bon, ben, j'ai mis du temps pour réaliser mon film parce que, bon, je suis autodidacte. De deux, il a fallu trouver des financements. Et puis après, ça a été une longue période où j'ai eu beaucoup de portes qui se sont ouvertes puis fermées en même temps. Tout de suite après, enfin, ça a été vraiment très désagréable comme période de ne pas pouvoir trouver de diffuseur pour le film, alors que je bénéficiais quand même de grands appuis, et puis de personnalités, et puis de gens connus, etc., qui ont été touchés par le livre et qui se sont alliés à mon combat pour faire tout leur possible pour le diffuser. Ouais. On parlera de ton parcours, on va dire personnel, de ce parcours du combattant que tu as vraiment vécu. Enfin, on le sent vraiment, et puis la force qui s'en est dégagée. Je Ah pense oui. que pour toi, ça a dû être très thérapeutique de te rendre compte à quel point tu avais des ressources pour te permettre d'avancer. On en parlera un peu plus tard. On va plonger dans le sujet qui nous concerne, donc les expériences de mort imminente. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a une multitude d'expériences de mort imminente ou voilà, d'états modifiés de conscience. Et faire l'expérience d'une expérience de mort imminente, ça transforme radicalement sa vie. De manière positive, parce que voilà, en général, on prend conscience de beaucoup de choses, de l'amour, voilà, du fait qu'on est tous interconnectés, etc. Et tu l'expliques très très bien. Par contre, il y a aussi, on sent que l'objectif aussi, c'est de faire évoluer les mentalités lorsque tu décides de faire ce film. Et tu évoques, tu fais évoluer les mentalités en partageant des messages humanistes des expérienceurs. C'est ce que tu confies à Patrice Van der Sel qui préface ton livre. Mais il y a aussi des expériences de mort imminente qui sont négatives. Elles sont à hauteur de 5%, hein, c'est ce que tu évoques. Mais tu ne parles pas trop de comment cela impacte les gens. Est-ce que ça les impacte négativement? Est-ce que pour le coup, psychologiquement, ils se retirent du monde ou est-ce que au contraire, ils s'aperçoivent que... Est-ce que ça a un impact positif ou pas? Est-ce que tu as pu avoir des témoignages? Oui, ben je relate un témoignage dans mon livre, notamment. Oui. Voilà, mais je précise aussi, les personnes qui vivent des expériences négatives sont... Je ne dis pas qu'elles sont moins nombreuses, au contraire, hein, moi je soupçonne même qu'elles sont aussi nombreuses, voire plus que les EMI positifs, sauf que pour ces gens-là, c'est très difficile de témoigner, parce qu'on met toujours en avant dans les médias, dans la littérature, tout le côté un peu merveilleux des EMI positives, avec l'amour, la lumière, la disparition totale de la peur de la mort, etc. Et ces personnes ont peur du regard des autres, qu'on leur porte un jugement parce qu'elles ont vécu quelque chose de négatif, un peu comme les visions, on va dire, clichés du paradis, de l'enfer. Tu vois, on dirait, on va associer ça, on va associer ceux qui vivent des EMI positifs comme les bonnes personnes, et puis ceux qui vivent des expériences dites négatives comme des mauvaises personnes. Et c'est faux, il n'y a aucune étude qui a montré, et ça c'est Penny Sartori qui est une infirmière au Pays de Galles, hein, qui est spécialiste du sujet, qui a donné une conférence au colloque de Marseille et qui nous l'a précisé. Aucune étude va dans ce sens. Donc ce n'est pas parce qu'on vit une expérience de mort dite négative qu'on est une mauvaise personne. On vit l'expérience qu'on a besoin de vivre pour grandir et évoluer. Et ça, c'est important de le préciser. Et tu verras que lorsqu'il y a une personne qui va oser raconter son expérience publiquement, ou publier un livre, etc., ou donner plus de conférences, eh bien, il y a des gens qui vont se manifester, comme à l'époque de Moody, quand il a sorti son livre, et puis les gens ont commencé à se libérer. C'est juste qu'il y a un problème vraiment de peur du regard des autres. Et il va falloir vraiment mettre en confiance ces gens-là pour qu'ils osent parler
Et je pense qu'on va en savoir un peu plus. Mais dans tous les cas, il y a plusieurs types de EMI négatives. Des fois, ça commence par une EMI négative et puis après, ça devient positif. Et puis, des fois, c'est juste négatif et puis le contenu est très, très... Il varie beaucoup, quoi. Annie, tu as fait l'expérience d'une expérience de mort imminente. Est-ce que tu aimerais en parler? Ton micro. En fait, j'étais enfant, j'avais 2 ans, 3 ans, suite à une agression assez brutale. Et donc, du coup, consciemment, j'avais aucun souvenir précis, sauf cette espèce, donc, comme on dit, d'émis positive, cette notion de magnifique, enfin, c'est indescriptible. Ça m'est resté. Et en fait, quand on dit positif, pendant longtemps, j'avais une nostalgie effroyable, en fait. C'est-à-dire que j'avais le souvenir de ce truc que je ne savais même pas ce que c'était parce que j'étais enfant, je n'avais pas mis de mots dessus. Et que du coup, en comparaison, tout ce que je vivais dans ma vie terrestre, on va dire, c'était vraiment, ouais, c'était une nostalgie. Et pendant longtemps, j'ai n'ai qu'une envie, sans savoir comment, c'était de revivre ça, en fait. Et puis un jour, bon, j'en ai entendu parler, j'ai lu Moody, etc. Et je suis surtout tombée sur le livre d'un psychiatre qui avait étudié les émis chez les enfants. Donc, il leur faisait faire des dessins, etc. Et là, carrément, je me suis effondrée. Et c'est ça qui m'a vraiment fait du bien aussi, parce que jusqu'à présent, j'avais juste cette immense nostalgie, mais je ne savais même pas pourquoi, en fait. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que même quand c'est positif, parce que j'en ai parlé depuis avec d'autres, c'est pas facile à intégrer après ce magnifique souvenir dans notre vie de tous les jours. C'est ça c'est peut-être... Après, l'énorme cadeau, c'est qu'à partir de là, pour moi, j'avais expérimenté le fait qu'un corps physique, ben, quand il s'arrête de fonctionner, c'est absolument pas grave, parce que de toute façon, justement, il y a ça qui est derrière. Donc, c'est vrai qu'à partir, pour moi, c'est ça le cadeau. Hein. Le cadeau, c'est pas de croire qu'il y a une vie après la mort, c'est de l'avoir vécu. Donc, ça se pose même pas question, quoi. Par contre, cette nostalgie, je l'ai encore. Et c'est ça, c'est... Ouais, des fois, je me dis, mince, c'était tellement génial, qu'est-ce que je fais là, quoi. Et voilà. En fait, finalement, voilà. La bonne nouvelle, c'est que quand tu vis une EMI ou une NDE, c'est que en tout cas, la quasi-totalité des expérienceurs le disent, que ça leur enlève la peur de la mort. Est-ce que c'est quelque chose qui a été ton cas aussi, Annie? Est-ce qu'il y a eu d'autres expérienceuses, d'ailleurs, qui ont vécu une EMI ici? Annie, la parole? Oui, ta question, c'était... Est-ce que ça t'a enlevé cette peur de la mort? Est-ce que ton rapport à la fin de vie s'est modifié depuis ton EMI? Complètement, parce qu'en fait, c'est évident, du coup, qu'on ait un corps physique, une mécanique, mais qui, à la limite, mais ça, je le vis du plus profond de moi-même, c'est comme un habit, un vêtement. À un moment donné, il est trop usé, il est trop troué, c'est pas grave, il s'arrête de fonctionner, et puis nous, on s'en va, mais nous, on n'est pas ça. C'est vrai, et ça c'est même pas peur de la mort. Du coup, peur de la mort, ça veut presque rien dire, en fait. C'est juste, j'ai conscience que j'ai ce corps physique, qu'à un moment donné, il va s'arrêter, mais que c'est pas grave parce que c'est pas moi. Moi, je suis une conscience, voilà. Et donc, ouais, là, moi, j'aimerais tellement le partager avec d'autres parce que c'est vrai, surtout avec cette affaire de Covid, j'ai vu des gens tellement terrorisés. Et je ne dis pas en plus qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts de toute façon. Enfin, je veux dire, voilà, il fallait être raisonnable aussi, mais
Mais même quelque chose de grave, c'est pas grave si on meurt, quoi. Il faut l'avoir vécu pour se dire c'est pas grave si on meurt. Voilà. Parce que c'est tellement magnifique après que c'est pas grave si on meurt. Après, s'attacher évidemment à être extrêmement positif et constructif sur Terre. Et Leïla, par exemple, ce que tu fais, c'est magnifique. Et chacun, le livre aussi, je comprends que Sonia, tu as vécu des choses et que tu l'as traversé au travers d'expressions, au travers de livres et de films. Ça, je pense que c'est génial de le faire sur Terre. Mais le jour où ça s'arrête, c'est pas grave. Je ne sais pas si j'arrive à partager ce que je ressens. Parce que vous me regardez de faire un peu… Non, c'est très clair. On boit tes paroles. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Sophia, réactive ton micro. Ah bah oui, moi j'ai une question. Justement, bah, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis, Annie. Pendant la lecture du livre, je me demandais aussi s'il n'y avait pas quelque chose. Alors, je me dis, c'est tellement beau cette sensation que peuvent ressentir les personnes qui ont cette expérience. Donc, Annie vient de nous l'exprimer à l'instant. Est-ce que tu as pu avoir aussi des personnes qui auraient eu une tendance au suicide par rapport à ça? Parce que du coup, la vie peut paraître tellement monotone, triste. Voilà, quoi, je veux dire, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir dans la vie, est-ce que, en opposition à ce côté magnifique et beau et apaisant, il n'y a pas aussi quelque chose un peu de plus sinistre? Parce que pour moi, le suicide, ça reste quelque chose de triste et de sinistre. Voilà, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. À qui s'adresse la question? Eh bien, à toi, Sonia. Ah, d'accord, ok. Ah, parce qu'elle rebondissait par rapport à Annie, je ne comprenais pas, d'accord. Oui, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand le docteur Moody a écrit son livre, il a été pris d'une panique parce qu'il pensait qu'il allait déclencher une vague de suicide. Et donc, il a dit, mais c'est incroyable, on va m'attaquer dans les tribunaux, on va me traîner dans les tribunaux parce que je suis en train de dire que la mort, c'est magnifique, etc. Et donc, il s'est empressé d'écrire un second livre. Je crois que c'est une lumière nouvelle sur la vie après la vie. Il a dit, mais attention, est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? La vie, elle est sacrée et qu'il ne faut surtout pas se suicider. Et d'ailleurs, je pense que même moi, quand j'ai réalisé mon premier film, Faux départ, il était indispensable. Je crois que je n'aurais pas sorti mon film si je n'avais pas mis une EMI négative pour dire attention, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il est important de bien préparer, entre guillemets, sa mort. Et que oui, effectivement, la vie est sacrée, etc. Et que on ne sait pas encore de tout ce qui relève des EMI. C'est des témoignages, etc. J'ai donné la parole à des sceptiques, j'ai donné la parole à des spécialistes, etc. Mais non, l'idée, c'est il y a toujours cette crainte. Mais non, le suicide, bien sûr, est à bannir, quoi. On va pas… Mais effectivement, tu sais, il faut pas il faut être vraiment franche et honnête. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont tellement une nostalgie, mais c'est vraiment un faible cas, hein, qu'ils y pensent. Effectivement, c'est tellement dur. Et à ceux qui vont la vivre, qui vont mettre du temps à l'intégrer, et ça va changer leur vie. Cette expérience, c'était le cadeau du ciel. Puis tu as d'autres, ça va être un vrai calvaire parce que c'est complètement un décalage. Ils vont avoir toutes les difficultés à s'intégrer à cette nouvelle vie, à chambouler toutes leurs croyances, leurs valeurs, que ça ne va pas être évident. Ils vont divorcer, ça va chambouler vraiment tout leur quotidien, quoi, de leur vision de la vie, de la mort, des autres, de leur travail. Parce que la plupart du temps aussi, ils changent de boulot pour se consacrer et être attirés par l'envie d'être tournés plus vers les autres. Hein, ils vont devenir psy, guérisseurs,
magnétiseurs, etc. Et surtout vers les associations aussi humanitaires, quoi. Mais il y en a d'autres, ça fait ni chaud ni froid, ils ont vécu l'expérience, mais ils n'en font rien. Et ça existe aussi, hein. C'est ça. Donc il y a de tout. Alors, je rebondis sur la question de Aïcha qui ne peut pas être là et qui pose la question de comment établis-tu une typologie entre les récits connotés selon la religion, la culture ou bien selon la science? Est-ce qu'il t'a paru difficile de recueillir des témoignages à des fins statistiques pour ton travail à la fois du livre, du film? Alors, je le dis dans le film, je me suis auto-censurée dans mon film parce que EMI et religion, j'en parle pas, ou très peu, tu vois. Je passe très très vite parce que c'est toujours une question entre guillemets très épineuse. Ouais. Et j'ai donné plus de place à la science qu'à la religion. Après, moi, je suis pas dans la... J'enquête, je suis pas une chercheuse, je suis pas une scientifique. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi de recueillir des témoignages, par exemple, au départ, hein, il y a 10 ans, hein, ou il y a 15 ans, de témoignages de maghrébins, par exemple, ou de musulmans. Et ça vient que maintenant, hein, ça vient que depuis quelques années que j'ai de plus en plus de témoignages, et je suis contente que pour le livre, j'ai eu des Tunisiens, des Marocains, etc. Et en fait, tu t'aperçois que oui, des fois, en fait, on dirait qu'il n'y a pas de règle. Des fois, tu te dis, bah oui, quand tu écoutes des témoignages, bah, tu te dis, c'est évident, l'expérience, elle est connotée par rapport à la culture. Certains voient Jésus, Bouddha, etc., avec des symboles aussi de la culture musulmane. Et puis d'autres fois, bah, tu as des gens qui sont athées, qui ne sont pas croyants, et puis qui voient quand même des figures religieuses. Tu as des gens qui sont croyants, qui prennent des distances avec la religion, surtout avec le dogme de la religion, pour s'intéresser plus au côté spirituel. Et vice-versa, tu as des gens qui deviennent croyants. Donc pour moi, il n'y a aucune règle. Si on regarde... si je dois tirer une petite conclusion comme ça. Mais je n'ai pas vraiment de statistiques très élaborées ou de nombreux cas pour pouvoir m'appuyer sur des statistiques. Mais je sais que ça a été fait ailleurs et depuis longtemps. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de statistiques, mais de toute façon, on constate qu'il y a une transformation intérieure qui touche différents pans en fait, de sa vie personnelle. Il y a un avant et un après, quoi. Oui. Après une émission. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ou est-ce que j'enchaîne? Je vous sens un peu timide là. En fait, on veut t'écouter, Sonia. Il y a Sophie qui veut poser une question. Sophie, allez, je te donne la parole. Sonia, j'ai une question. Comment toi, tu vois la vie après la mort? Comment toi, tu vois l'au-delà? Toi, pas tes expériences, pas tes témoignages, pas tout ce que tu as fait ton travail. Moi, je parle de toi, ce que tu en penses et comment tu le conçois. Comment tu le ressens? C'est une bonne question. Et à vrai dire, je ne me suis pas vraiment... non. Je pense que j'ai pas vraiment de détails. Je ne me suis pas imaginé comment pourrait être l'au-delà. Mais à mon avis, ça doit être quelque chose dans mon ressenti à moi, ça doit être quelque chose de très puissant où on retrouve les gens qu'on a aimés, tout simplement, et que on se retrouve dans une autre dimension, effectivement, mais tous avec tous les gens qu'on a pu rencontrer, etc. Et est-ce que ça agrandit ta foi ou est-ce que tu l'ouvres d'une autre manière différente? C'est-à-dire, tu as la foi, mais tu l'élargis en fait à une ouverture d'esprit ou tu agrandis ta foi et tu restes fixé sur ce que tu crois? Alors, qu'est-ce que tu entends par foi? La foi de quoi? Si tu as la foi, si t'as la foi en une religion ou autre, est-ce que pour toi, ça a grandi en toi avec ta façon à toi de le faire et avec ce que tu as témoignage que tu as pris des EMI, avec ce que ça t'a apporté aussi, et t'en fais toi ton propre jugement quelque part. C'est toi qui fais ta propre route. Ou ou tu as grandi, tu as ta foi et puis tu restes fixé sur ça. Alors, moi, j'ai fait ma propre, on va dire, ma propre croyance. Je pratique aucune religion. Et depuis 2004, quand le témoignage de Marthe
quand Marthe m'a confié son propre témoignage et qu'elle a posé la question aux guides, aux personnes de lumière qu'elle a rencontrées, elle a dit, mais quelle est la meilleure religion à suivre? Et j'ai adoré la réponse. Alors, c'était ça que je voulais en venir. Voilà, alors, le guide ou l'ange lui a répondu, toutes les religions détiennent une partie de la vérité, mais aucune ne détient la vérité. Et là, j'ai dit, voilà, ça me convient. Ça me convient parce que tu prends le meilleur de toutes les religions. Et c'est là où le sens de religion prend tout son sens, de relier les hommes entre eux vers quelque chose qui est plus grand que nous. Et je trouve que c'est très intelligent et puis ça a du sens. Parce que ça permet plus d'échanger, puis de se rapprocher que de séparer les religions entre elles. Et c'est comme ça que je le vois, parce que j'avais cette conviction petite, avant que ma mère me provoque la phobie, là, de me dire que après la mort, c'est pas quelque chose de douloureux. Dès qu'il y a le passage, on est bien, on existe au-delà du corps. Et ça, c'était une conviction déjà gamine, avant d'avoir la culture qui prend, ou l'influence des adultes, etc. Et puis, je me suis longtemps, je pense, appuyée sur ça, en me disant, le plus important, une fois que j'ai découvert les EMI, que pour moi, le plus important, c'est pas de savoir comment ça allait se passer après, mais surtout, qu'est-ce que ça pouvait nous apprendre dans l'ici et maintenant. Et que le plus important, c'était de pouvoir, au quotidien, vivre avec l'idée qu'il existe une conviction d'une vie après la mort, que ça pouvait nous aider à vivre mieux. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Parce que de toute manière, admettons qu'il n'y a rien, ben, on ne s'en rendrait même pas compte à la rigueur. Alors que le fait de le croire et de le penser, ben, ça améliore notre vie, il y a moins de stress, etc. Et je pense qu'on vit mieux. Donc pour moi, c'est évident quoi, à faire un choix, je préfère être dans cette démarche-là. Voilà. Donc, pour ça plus être dans la vie après la vie plutôt que la vie après la mort. Ouais, voilà. Oui. C'est-à-dire que c'est la vie après la vie, c'est-à-dire qu'on est dans une continuité de vie et qu'il n'y a pas vraiment de mort comme étape. Oui. C'est juste la continuité, mais en réalité, cette transformation, lorsqu'on a vécu une émie, il faut qu'elle puisse transformer en fait notre manière de vivre aujourd'hui et maintenant, et pas tant conditionner l'image qu'on peut avoir de notre vie après ce passage. Exactement, parce que de toute manière, on aura tout le temps de vivre cette nouvelle aventure, et ça sera une nouvelle aventure, et avec certainement encore tout son lot de surprises, et que le plus important, c'est pas de passer à côté de notre vie maintenant, quoi. De savoir qu'il existe quelque chose, d'être convaincu, je pense que ça suffit. Et qu'on retrouvera tous les gens qu'on a appréciés, aimés, on comprendra bien plus de choses encore. Ça reste de l'ordre de ma conviction. Et je crois que le plus important, c'est comment on peut améliorer notre société, notre monde, notre relation avec les autres, avec tout ce que peut nous apprendre les expérienceurs. Parce que les témoignages, c'est bien, mais à un moment, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment ça peut aider? Voilà. Exactement. Et c'est pour ça que je tenais à Oui. Excuse-moi Sonia, je tenais à te remercier pour ça, le témoignage que tu as mis de cette dame-là. C'est ce qui m'a fait rebondir. Et là, j'ai trouvé ça magnifique. C'est exactement ce que moi j'ai reçu pour ma part sans avoir fait de MI, mais de ce que j'ai entendu quand j'entends et je vois les personnes décédées. Donc c'était vraiment, mais alors à l'identique, ce que j'ai déjà reçu. Et quand j'ai vu que tu as mis une EMI et que la personne l'a carrément vécu, on lui a dit, elle est revenue à la vie, et tu le mentionnes dans ton livre, ça j'ai dit c'est extraordinaire. C'est exactement. Tu parles de Marthe? Tu parles de Marthe? Ah oui. Par rapport aux religions, quand elle a dit, mais voilà, il y a ce que tu venais de dire tout à l'heure, qu'en gros, il y a un bon dans chaque religion. Ouais. Voilà, après, on fait ce qu'il veut. En gros, c'est ça. C'est très intéressant. Je te remercie. Je te remercie de le signaler. Mais le travail que fait Eliane, qui est présente, tu vois, pour dire, et qui confirme que maintenant, il faut penser à l'après, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois. Écouter la théorie, c'est bien, mais dans la pratique, Eliane, j'en parle dans le livre, Eliane Lheureux, qui utilise mon film et qui l'a utilisé dans l'unité de soins spirituels de la Timone. Ça, c'est quelque chose de concret. Tu vois, pour aider non seulement les gens qui ont
la peur de faire de la peur de mourir, tout simplement, hein, pour les aider à mieux surmonter la peur de mourir, mais aussi pour les proches. Et ça a donné du sens à mon travail. Parce que quand j'avais vu le film de Moody, quand j'ai fait ma petite dépression, là, que je voulais moi aussi tenter de mettre fin à mes jours, quand j'ai vu le film, voilà, c'est eu un déclic. Je me suis dit, mais c'est énorme, et il faut que moi aussi j'aille plus loin, avec l'idée de faire un film au niveau d'aller plus loin au niveau scientifique pour toucher un maximum de personnes. Et le travail qu'a fait Eliane, ça a donné du sens. Et après, c'est allé plus loin. Il y a eu le film, il a été utilisé aussi à Strasbourg pour les étudiants en médecine, etc., pour que les médecins soient plus sensibilisés, pour avoir une autre posture face à des patients qui un jour vont relater ce genre d'expérience. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je me permets de dire quelque chose, Sonia. Ce qu'a fait Eliane, c'est magnifique parce que dans les milieux hospitaliers ou dans les personnes qui sont malades ou les personnes, peu importe, âgées, quel que soit âgé ou pas âgé, malade, pas malade, hôpitaux ou pas, les gens ont une peur, une angoisse de la mort, ce qui est normal. Même tout le monde, on dit qu'on n'a pas peur de la mort. Oui, c'est vrai, on la conçoit différemment. Mais tu as quand même la peine, en fait, de laisser les tiens. Et ça, c'est tout le monde qui l'a. Tu as tout le monde là. Mais le fait qu'elle a pu le faire dans les milieux hospitaliers, ça a permis à enlever des angoisses et à les aider à se dire, bon, mais voilà, j'y vais d'une autre manière. Je le vois d'une autre. Elle a beaucoup aidé, c'est énorme. C'est un travail magnifique ce qu'elle a fait. Comme tu dis, les EMI, il faut en faire quelque chose. Et bien, autant aider les gens ici à se préparer à le vivre autrement, sans angoisse, sans crainte, sans peur. C'est ça le but. Et c'est chouette. Il ne faut surtout pas arrêter. Les EMI, ça sert à ça. Et c'est d'autant plus vrai qu'on vit une période particulière, finalement, avec cette crise sanitaire, où on est une des questions existentialistes, c'est quel est notre rapport à la mort? Parce que là, on se pose vraiment le rapport à la mort et le rapport à la vie, finalement. Parce que c'est vrai que tout le confinement qu'on a connu nous a aussi challengé ou a défié, en fait, le lien social qui nous unit. Et finalement, ton livre tombe à point nommé puisque tu poses vraiment la question de la vie, de comment on vit notre vie après avoir vécu ces épreuves-là et comment finalement on continue. À ce moment-là, Eliane, elle va poser la question. Je vous donne la parole, Eliane. Il faut désactiver votre micro. Oui, c'est bon. Merci. Je voulais juste poursuivre un petit peu dans cet élan. Effectivement, j'ai pu travailler avec le film de Sonia à l'hôpital. Et ce que je trouve intéressant maintenant, c'est, étant donné le temps qui a passé avec son livre et d'autres témoignages, peut-être il pourra y avoir une suite à une proposition que j'avais faite il y a 12 ou 14 ans à l'Éducation nationale, pour pouvoir introduire une notion de maladie, vieillesse, mort dès la plus petite enfance à l'école. C'est-à-dire faire un partenariat avec l'éducation nationale, l'assistance publique, même des choses privées, etc. Mettre en relation tout ce qui était mort, handicap, maladie potentiellement létale, etc. De façon à ce qu'on démystifie cette histoire de mourir, c'est catastrophique, on ne s'en remet pas, on perd les gens, etc. Et c'est allé loin d'un projet, j'avais vraiment structuré ça. Je l'avais présenté à l'inspecteur qui m'a dit, vous ne croyez pas qu'on a autre chose à faire? Je l'avais présenté un plus haut et je suis arrivée jusqu'au ministère où, en présentant ça, on m'a renvoyé sur le système des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on a sorti le projet de l'éducation nationale, estimant sans doute qu'elle n'était pas concernée. Et je trouve regrettable j'espère que ça pourra changer, que ce projet, je l'ai quelque part en tête, j'espère que quelqu'un prendra le relais pour pouvoir faire travailler des élèves avec des personnes âgées, des handicapés, tout ce qu'on peut développer quand on est en souffrance, malgré ce qu'on vit, et en même temps, cette potentialité de mort qui est imminente dans le sens, non pas de MI, mais dans le sens suite à ce qui est arrivé, c'est-à-dire accepter ce qui est, sans pour autant avoir l'impression de perdre tout ce qu'on a.
Et là, la semaine dernière, justement, je travaille avec un groupe, toujours en oncologie, mais c'était un groupe, et je suis très attachée à cette sensibilisation de non, la vie ne s'arrête pas comme ça, et le sens de la vie, c'est pas accumuler des biens, c'est pas se faire un réseau, c'est pas être avoir des likes à n'en plus finir, c'est introduire chez les personnes un bien-être avec soi-même déjà, de façon à ce qu'on puisse tous vivre ensemble, quel que soit notre statut social, quel que soit notre niveau de santé. Parce que, bon, moi j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans les pays étrangers où la mort n'est pas tabou et où il y a une vie après la mort. On n'a pas du tout la même ambiance. Et j'espère que le livre de Sonia va booster encore et le film et le livre, plus son deuxième film qui j'espère arrivera bientôt. Ça permet de répandre vraiment auprès du grand public cette idée de, non pas de vulgarisation de la mort, mais de prise en compte que la mort n'est que la continuité de la vie et ce n'est pas un arrêt sur image où tout est catastrophiquement dramatique, quoi. Et d'ailleurs, Sylvie Caffardi, qui aurait dû être là aujourd'hui, le dit bien dans ton livre, Sonia, que si le public était largement informé, cela permettrait d'éviter la moitié des EMI négatives. Donc, c'est tout à fait pertinent, et plus tôt on appréhende, en tout cas, on vulgarise ces questions auprès d'un public jeune. D'ailleurs, il y a déjà des cours de yoga, comment on appelle ça, cette méditation de pleine conscience dans certaines écoles pour apaiser justement les tensions. Donc, c'est tout à fait, je pense, un terrain très propice pour aborder ces sujets. Et puis, cette nouvelle génération est beaucoup plus connectée, je le sens, que nous l'étions. Qui veut poser une question? Merci, Eliane. Sophia. Alors, moi, ce n'est pas tellement une question, c'est plus ce que j'ai ressenti. En fait, moi, je suis musulmane, après de culture déjà musulmane, hein, comme tu as peut-être pu l'être aussi, Sonia. Mais j'ai aussi, maintenant j'ai 42 ans, on évolue aussi notre pensée religieuse, etc. Et ce que je retrouve dans ces expériences de mort imminente, c'est aussi cette notion de quelque chose qui nous dépasse. Je veux dire, il y a un moment, il y a la mort qui est là, mais ce n'est pas vraiment nous qui décidons d'y entrer ou de ne pas y entrer. Il y a quand même cette puissance qui nous permet ou pas d'y aller et qui à un moment te remet à la vie. Donc moi, forcément, j'ai assimilé ça à ce qu'on appelle Dieu. Donc voilà, en tout cas, moi, je me suis retrouvée totalement dans ma foi, en fait, dans celle que je me suis construite, parce que j'aime pas dire que je suis collée, tout collée à tout ce que... enfin, pour moi, la pensée religieuse en général, qu'elle soit musulmane, chrétienne ou autre, je pense qu'elle est propre aussi à chacun, et à un moment donné, on ne peut pas se mentir à soi-même. Il y a des choses avec lesquelles on est d'accord, d'autres avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ça ne veut pas pour autant qu'on n'a pas la foi. En tout cas, cette notion aussi d'attitude et de comportement qui est toujours véhiculée dans les religions, quand même, la religion tourne quand même autour de la mort, hein. On se prépare à l'autre monde. En tout cas, dans l'islam, c'est ça. On se prépare à l'autre monde et c'est ton comportement vis-à-vis des autres. L'autre, qu'il soit de la même religion que la tienne ou pas, d'ailleurs, hein, en tout cas dans les messages, c'est ce qu'on nous apprend. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai appris pour ma part. Mais qu'il y a aussi cette notion de ton comportement qui va t'amener vers l'autre monde de manière apaisée et vers un autre monde qui est beau, le paradis. Mais il y a aussi, bien sûr, la notion de l'enfer, de tout le mal, etc. Alors, peut-être qu'il y a aussi cette notion-là qui apparaît pour justement réguler peut-être les comportements trop égoïstes, mauvais, enfin tout ce qui peut être négatif entre les êtres sociaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Eh ben, c'est une belle analyse, c'est une belle réflexion. Moi, je me suis toujours interrogée sur la réincarnation. Parce que je me disais, Dieu, pourquoi Dieu nous donnerait qu'une seule vie? Et pourquoi cet enfant, c'est-à-dire un humain, vivrait dans la misère, naîtrait dans la misère, il aurait une vie
de misérables et d'autres, ça serait pas juste. Et à un moment, Marthe le dit, on doit vivre toutes les vies, toutes les morts. Et là, pour moi, hein, c'est comme ça que je l'ai perçu, on perçoit chacun à sa manière, en fonction de sa propre histoire, sa propre expérience. Mais j'ai trouvé que c'était plus équitable de dire, ben voilà, tu vas vivre un peu toutes les situations et comment tu vas réagir si tu n'es riche, par exemple. Est-ce que tu vas être dans le don? Est-ce que tu vas être généreux? Et si tu es pauvre, comment tu vas t'en sortir? Est-ce que tu auras toujours la foi? Ben, y a plein de questions ça me suscitait des tas de questions. Et je me suis dit, ben, c'est pas bête, tu vois. C'est pas stupide de se dire, ben, et ça a renforcé encore plus ma conviction, si tu veux. Parce que ça met tout le monde de manière... c'est équitable, quoi. Il y avait une équité, etc. Et c'est peut-être pour ça, à la fin, que je me suis dit, ça a du sens. Oui, c'est l'idée de bien se comporter et d'être à l'écoute des autres. Et d'ailleurs, ça rejoint hein, les EMI dans toutes les religions. Ouais. Enfin, je crois qu'il y a des points communs. S'il y en a un de points communs, c'est celui-là. C'est quand les gens, tu vois, voient leur vie de vie, qui comprennent et qui ressentent surtout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres. Et les prises de conscience pour le point de départ des transformations se font à partir de là. Ouais. Et c'est vraiment un électrochoc pour changer de comportement, tu vois. J'ai vu aussi dans les points communs, où si on devait prendre, par exemple, des vérités, et je mets des points, entre guillemets, des vérités, dans l'islam, par exemple, on dit que Dieu, Allah, n'est pas représentable. C'est bien ça, hein, on ne peut pas représenter... et que dit-on de la conscience? Qu'elle est partout. Parce qu'eux, ils disent, Dieu, il est partout. Allah, il est partout. Il est dans tout, donc on ne peut pas le représenter. Et que disent les gens qui vivent des EMI? Ils disent, ben, on fait partie du tout. Dieu, ben, la conscience, c'est le tout. Ils disent que c'est l'omniscient. Voilà. Et ben, là, j'ai trouvé que c'était juste. Tu vois, j'ai trouvé des points communs assez pertinents. Et puis, bon, il y a des choses où on n'est pas d'accord, etc. Et c'est pour ça que moi, je me suis fait ma propre idée comme ça. Et pourtant, ça ne m'empêche pas. Hein, je suis d'origine tunisienne. Mes parents sont musulmans non pratiquants. Mais par contre, tu vois, ça ne m'empêche pas d'aller à Lourdes. Ça ne m'empêche pas de faire des trucs par rapport à la religion, par rapport à l'islam, etc. Mais c'est à ma sauce, quoi, voilà. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question de l'universalité, quand on vit une EMI, on voit qu'une EMI, c'est universel. Ça dépasse le genre, ça dépasse la condition sociale, ça dépasse ta culture, ta religion, c'est-à-dire ça touche tout le monde. Et ça transforme finalement tout le monde. Est-ce que finalement, le fait de vivre une EMI ne nous réconcilie pas avec notre humanité? Et finalement, quand on revient, on s'aperçoit qu'on est tous pareils, qu'on est tous logés à la même ancienne, au-delà de nos différences culturelles auxquelles on est tellement attachés dans ce bas monde. Et en fait, en revenant, est-ce qu'on ne revient pas à quelque chose de plus humble, plus humain, plus humaniste? Ah, ça y est. Excuse-moi, il y avait problème avec... Oui, absolument. Je crois que c'est ça. L'idée, c'est de sentir et de faire ressentir et puis de prendre conscience que nous sommes tous reliés les uns avec les autres et que nous ne faisons qu'un et que ça dépasse vraiment la culture, les religions, entre guillemets, bien sûr. Parce que pour certaines, la religion est une bonne béquille pour pouvoir vivre, quoi. Et que c'est important pour certaines personnes et que tout se respecte, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une question? En fait, c'est Frédéric, je n'ai pas de caméra. Frédéric. Moi, j'ai une question entre les EMI négatives, entre guillemets, et les EMI positives, toujours entre guillemets. Est-ce que sur les retours d'expérience, les différents retours d'expérience, il y a une notion d'acceptation des gens qui sont revenus avec une EMI négative? Acceptation de, pardon? Est-ce qu'en fait, comment dire, ceux qui sont revenus avec une EMI négative, est-ce qu'à un moment, ils ont le sentiment d'avoir refusé quelque chose?
Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui les a emmenés là-bas? Ah, mais il y a, enfin, alors, j'en ai pas recueilli des centaines et des dizaines de milliers, mais le peu que j'ai eu, c'est pas quelque chose qui a été voulu ou ils se sont retrouvés direct, ils n'ont pas eu le choix. Hein. D'accord. Mais Voilà. Et à aucun moment, il y a une notion de consentement ou d'acceptation. C'est pas un chemin à ah, prendre. Ils sont emmenés directement. ah oui, 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 mais le cas dont je parle dans le livre, c'est un monsieur qui est dessinateur. Et en fait, ça lui a pris quelques temps pour assimiler, parce que c'est vraiment traumatisant. Mais il s'est rendu compte, en fait, qu'il a vécu une expérience qui était pas très lointaine de ce qu'il pensait. Tu vois? En plus, c'est un dessinateur qui a souvent dessiné la mort avec beaucoup d'humour, où il pensait beaucoup, où il dessinait, où il essayait de faire des représentations du néant, de l'abandon, etc. Et qu'est-ce qu'il vit? Il vit une EMI où il se retrouve dans le néant, par exemple. Et ça c'est vraiment interpellant. Donc, faire attention à ses croyances, entre guillemets, c'est peut-être même nécessaire à la rigueur, quoi. C'est ce que j'ai compris. Hein. D'accord. La parole à Eliane. Ben, en fait, on a changé un petit peu de sujet. Je voulais simplement, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure, pardon, euh, je crois que ce qui est important aussi à appréhender, c'est d'être suffisamment conscient du manque, pardon, du manque de vocabulaire qu'on a pour décrire ce qu'on peut vivre. Moi, je n'ai pas vécu de MI, mais à un moment donné, j'ai pu vivre une expérience assez intéressante où je n'arrivais pas à exprimer ce que j'avais ressenti dans le sens où la seule chose qui me venait à l'esprit, c'est tout le monde est là, mais il n'y a personne. C'était un amour inconditionnel extrêmement fort que j'ai jamais connu ailleurs. Et comme si j'étais entourée de, je sais pas, je sais même pas l'exprimer, de millions de gens qui m'aimaient, mais il y avait personne. Donc en fait, je me dis, cette petite chose que j'ai vécue, que je n'arrive pas à exprimer, en fait, ça me ramène, moi, à ce que j'ai pu lire de vulgarisation de la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a, tant qu'on n'observe pas un phénomène, il est partout, nulle part, il est potentiellement existant sans exister vraiment. Mais on est dans cette espèce de flou, euh, de difficulté à exprimer ce qu'on ressent quand on vit ce genre d'expérience, que ce soit une NI, que ce soit peu importe, disons, une autre dimension de la conscience. Et déjà, l'exprimer devient difficile, mais le faire comprendre à quelqu'un, c'est encore plus dur, parce que du fait de ne pas avoir le mot, nous, on a quelque chose en tête, mais le dire à quelqu'un et l'exprimer, c'est très délicat. Et je pense que ça contribue aussi à la difficulté à faire passer le message. Et encore, je trouve qu'avec effectivement le film de Sonia, dont je me suis beaucoup servi en milieu hospitalier, en parlant beaucoup aussi de tous les témoignages, on peut supposer, on a dit que, certains ont témoigné que, et les personnes aussi, moi j'ai reçu des témoignages, mais on est toujours dans cette espèce de champ des possibles inexprimables. Et peut-être que en travaillant davantage sur tous ces sujets, on va finir par trouver un vocabulaire plus adéquat et essayer de faire passer un message peut-être plus fluide auprès des personnes qui ne l'ont pas vécu ou qui ne s'intéressent pas du tout au sujet. Parce que ça fait très vite un peu surréaliste et on perd des gens en route, si j'ose dire, dans la façon d'aborder le sujet. Parce que quand on est concerné par le sujet, même si on n'a pas les mots exacts, on arrive à replacer le contexte. Quand on a affaire à quelqu'un qui est complètement, enfin, qui était hermétique, parce qu'après les choses changent, mais qui était complètement hermétique, à qui on peut commencer à expliquer tout ça, c'est très difficile de trouver les mots appropriés. Il faut d'abord tisser des liens avec la personne, la connaître suffisamment pour arriver à adhérer à son propre vocabulaire, à son contexte de culture, d'éducation, etc., pour pouvoir trouver les mots adéquats pour lui faire passer le message. C'est tout. Laïla,
Sonia, je voulais te poser une question, mais je veux rejoindre ce qu'a dit Eliane. C'est vrai que quand les personnes qui font des EMI, les mots, c'est difficile à trouver. Il n'y a jamais de mots exacts comme on peut les décrire terrestrement quand on parle à quelqu'un de l'EMI. Quand tu vas lui parler, c'est difficile de trouver le mot exact avec ce qu'elle a vécu. Il n'y a pas de mots, en fait. Et ça, je rejoins ce qu'a dit Eliane, parce que moi, quand je transmets les messages aux personnes, j'ai une grande difficulté dans le vocabulaire à cause de ça. C'est-à-dire que je ressens tout, donc ça rejoint la conscience, comme tu dis, c'est un tout, c'est tout qui est un en même temps. Ça, on sait tout en nous, ce qu'ils nous disent, mais pour le dire verbalement, c'est très, très difficile. Parce qu'on a peur de ne pas être juste dans le message. En fait, on le dit, mais on n'aimerait pas parler et que la personne l'entende, qu'elle entende ce qu'on a. Et ça serait beaucoup plus simple. Et c'est vrai que dans les EMI, les personnes le disent souvent, je l'ai même vu dans ton livre, ils ont beaucoup de mal à transmettre à la parole vraiment ce qu'ils ont vécu. C'est très difficile. Donc, on voit que la parole n'est pas nécessaire. Elle est nécessaire ici pour se faire entendre, mais elle n'est pas nécessaire là-haut puisqu'elle communique d'une autre manière. Oui, mais c'est surtout aussi qu'il y a une autre raison, je pense. C'est comment tu peux décrire quelque chose que tu n'as jamais vécu. Quelque chose que tu découvres pour la première fois. Tu vois ? C'est pas faux. Pas faux. Oui, c'est pas faux ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Qu'on voit pour la première fois et qui n'a absolument aucun équivalent sur Terre. C'est comme décrire des couleurs à quelqu'un qui n'a jamais vu les couleurs de sa vie, en fait. Donc, il n'y a même pas de référence. C'est pour ça que c'est très difficile de faire passer le message, mais en même temps, c'est pas grave. Il y en a qui l'expérimentent et d'autres qui ne l'expérimentent pas. C'est pas grave. C'est juste de faire savoir que c'est quand même une possibilité magnifique. Je pense que sinon, on se base que sur de la croyance. Et c'est vrai que la croyance, c'est un peu dangereux parce que tant que ce n'est pas expérimenté, c'est comme quand on élève un enfant. On a beau essayer de l'éduquer, tant qu'il n'a pas expérimenté quelque chose, il ne comprend pas, il ne s'approprie pas l'événement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les livres qui sont faits sont extrêmement précieux. Les films qui sont faits sont extrêmement précieux pour donner la parole à ceux qui l'ont déjà expérimenté d'une manière ou d'une autre, en fait. Et de pouvoir enfin mettre des mots sur quelque chose qui est extrêmement tabou, surtout dans notre société. Donc ça, c'est extrêmement précieux. Après, vouloir partager et faire connaître à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté, c'est un autre défi. Et ça, c'est peut-être très ambitieux de vouloir le faire connaître à quelqu'un qui ne l'a jamais expérimenté. Mais c'est extrêmement précieux pour le faire réaliser à des personnes qui l'ont expérimenté et qui sont peut-être beaucoup plus nombreuses que ce qu'on pense, parce qu'il va y avoir de plus en plus d'EMI, puisqu'on ramène de plus en plus les personnes à la vie dans le milieu médical. Donc, ce sont des expériences qui sont quand même de plus en plus fréquentes du fait de nos progrès médicaux, mais aussi cette espèce d'amour omniscient, omniprésent, on peut le ressentir aussi au travers de méditations profondes. Et comme on va vers un monde, il me semble, de plus en plus connecté sur la spiritualité, finalement, il me semble que la vibration est telle qu'aujourd'hui, on peut expérimenter cet état, et c'est presque un peu ce qu'Eliane a dit tout à l'heure, me semble-t-il, c'est qu'on peut expérimenter cet amour infini sans forcément frôler la mort. Il me semble en avoir discuté avec des personnes qui ont fait des méditations très profondes pendant des années, etc. Bon, selon les personnalités, ça peut arriver ou pas, mais finalement, cet état d'amour un peu particulier, c'est possible qu'on peut l'expérimenter sans EMI, en fait. Mais elle en parle dans son livre, oui. Annie, tu verras, elle l'évoque en page 110 et 112. Tu dis qu'il y a différents types d'EMI.
qu'on peut faire l'expérience justement de ces sensations-là quand on a une peur qui nous prend comme ça lors d'une séance de méditation, pendant un rapport sexuel ou en buvant un café. Alors bon, moi, j'ai jamais eu l'expérience de ça, mais, mais je trouve que c'est chouette parce que finalement, cet état modifié de conscience, cette sensation de bien-être, on peut l'inscrire dans notre quotidien. Exactement. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien. C'est vrai qu'on est un peu perdu entre EMI, NDE, état modifié de conscience. Et j'aimerais qu'on revienne rapidement là-dessus. Personnellement, j'ai vécu un moment dans ma vie. Je devais avoir 17 ans ou 18 ans. J'étais à la fac. Et à un moment donné, j'ai senti un courant d'air me passer derrière moi et j'ai pensé à ma mère et j'ai pensé qu'elle était en danger. Donc en sortant je devais aller en cours, donc j'ai appelé ma mère à la cabine téléphonique et elle ne répondait pas. Et je sors de mon cours, je ne sais plus quel cours c'était, et je tombe sur elle et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé précisément à 14h moins 20. Et elle m'a dit qu'elle a failli se faire renverser par un camion. Alors je ne sais pas si on était exactement à l'heure précise, mais elle m'a dit j'ai failli mourir, quoi. Et ce moment-là, pour moi, a été un moment où je me suis dit, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais le fait de l'avoir vécu, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et je sais que j'ai eu une alerte qui me dépasse complètement, qui n'est pas du tout rationnelle. Mais en lisant ce passage, ça m'a rappelé voilà, on vit tous, en fait. On n'en est pas toujours conscient. Mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces états modifiés de conscience, Sonia? Alors, comme tu le sais, état modifié de conscience, c'est très large parce que ça englobe plein d'expériences. Donc, oui, déjà, avec, tu l'as évoqué, hein, les gens sont un peu perdus avec tous les nouveaux acronymes, entre les acronymes anglais, français, et puis ceux qui se créent, qui se sont créés depuis ces dernières années. On nous avait fait la remarque, hein, on nous a dit, mais comment le public peut vous suivre? Pour un même phénomène, vous avez 10 000 acronymes, quoi, etc. Et c'est vrai. Mais on est obligé, je veux dire, non, on n'est pas obligé, mais disons que pour toucher le grand public, pour savoir de quoi on parle, moi j'utilise encore EMI parce que c'est la majorité des gens connaissent expérience de mort imminente parce que ça fait cliché, quoi. On sait de quoi on parle, tunnel, lumière, etc. Maintenant, moi je veux savoir de quel état modifié de conscience tu veux que je parle exactement. Est-ce qu'il y a enfin ma question c'était plutôt, est-ce qu'il y a une définition officielle d'une expérience de mort imminente? Est-ce que ça, il y a une institution qui a dit, voilà, une expérience de mort imminente est définie par tel et tel et tel critère? Alors, à ma connaissance, il y a eu plusieurs définitions. Il y en a Jeffrey Long qui en a donné une, mais je ne sais pas, Eliane, est-ce que toi, tu es au courant de la définition officielle des EMI? Je ne pense pas. Hein. À partir du moment où la science ne reconnaît pas officiellement une expérience de mort imminente, elle ne peut pas en donner une définition précise. Je dirais qu'à la limite, celle qui répond est à l'échelle de Grayson, si on reprend ces termes-là, où effectivement, oui, Grayson. Mais à ma connaissance, il n'y a rien eu de plus parce qu'à partir du moment où, de façon officielle, on estime que rien n'a été prouvé, enfin, la science aujourd'hui estime que puisqu'on ce n'est pas renouvelable, ce n'est donc pas prouvé, donc ça n'est pas forcément vrai, on ne peut pas donner une définition officielle de ce qui n'est pas supposé être existant. Voilà. Après, à moins qu'il y ait quelqu'un entre-temps qui ait sorti quelque chose, mais pas à ma connaissance. Et pourtant, il y a eu des thèses de médecine réalisées sur le sujet. Il y a eu de nombreux mémoires. Alors, tout ce qui est soignant, infirmier, tout ça, ils sont très férus de ce type de thématique, mes mémoires d'infirmiers, infirmières, etc. Et les EMI, bon, tu ne peux pas comparer les EMI avec les fantômes ou les phénomènes hantés dans les châteaux, quoi, tu vois. C'est vraiment une étude de cas clinique, c'est vraiment quelque chose qui est très encadré, les EMI. Il y a eu beaucoup d'études, il y a même des études internationales qui se sont réalisées avec le docteur Samparnia. C'est des budgets assez importants. Et voilà, mais bon, c'est un peu plus pris au sérieux qu'à une certaine époque quand même. Ça, il faut le reconnaître. Donc, maintenant, chez les soignantes, il y en a toujours qui sont évidemment informés du sujet et qui peuvent dire à leurs patients, vous avez vécu une EMI, je ne sais pas encore l'expliquer,
Mais voilà, une histoire du tunnel, le bien-être, voir des proches décédés, la revue de vie, le temps, l'espace qui n'existe pas, voilà, et puis avoir des prémonitions, et puis développer des dons de clairvoyance, de clairaudience, et puis des phénomènes aussi, hein, physiques. Hein. C'est pas que psychologique les transformations, c'est aussi physiologique, physique, tu vois. Donc, mais je suis certaine que c'est encore plus que ça. Parce que plus tu donnes une définition et plus tu exclus des gens. Il y a certainement des gens qui vivent des expériences que, bon, sans parler du tunnel de la lumière, mais qui peuvent enrichir encore la définition et le contenu des EMI. Mais on ne va pas savoir. Si on continue encore à restreindre et donner un cadre, ben, je crois qu'on s'exclut encore des personnes et je crois que c'est pas la bonne façon de faire, il me semble. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, moi, je voulais parler maintenant de ton parcours. C'est vrai que tu as un parcours de résilience qui est absolument bluffant. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, d'inventivité. Et puis, bon, on sent que, quelque part, faire ce film, ça a été pour toi plus fort que toi, en fait, que tu étais obligé, crois-moi, j'en sais quelque chose, d'accoucher de ce film. Parce que je me suis beaucoup retrouvée en fait dans ton témoignage d'obstacles que tu as dû affronter et dépasser. Et alors aujourd'hui, est-ce que ton film est... Alors, il n'y a pas que le film, hein, il y a les 2 conférences internationales, il y a ton livre, etc. Mais où est-ce qu'on peut se procurer le documentaire? Est-ce que tu continues à en faire la promotion ou où en es-tu aujourd'hui avec le film? Alors, le film, le problème, c'est que ma société s'est arrêtée en janvier de cette année. J'envisage, il est très possible que j'envisage, je suis obligée même de recréer une structure, mais pas tout de suite parce que c'est peut-être pas la bonne période pour le faire, tu vois, dans une période de restrictions sanitaires, etc. Mais il y a un distributeur qui a encore des stocks de DVD, qui est Clistic. Et puis après, on le trouve dans les plateformes classiques, hein, bien sûr, comme Amazon, etc. Le film est disponible comme ça. Bah, la promotion, bah, écoute, la promotion se fait tout seul. Hein. Le film a quand même 11 ans, 12 ans maintenant. Ouais. Bah, en relançant, si tu veux, en parlant du livre, bah, on reparle du film. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se fait naturellement. Mais voilà où j'en suis. Si je n'ai pas décroché de ta question, si c'est ça, hein, c'est par rapport au film. Non, c'est ça. Voilà, d'accord. Eliane, je te laisse la parole. Oui, ben, j'en profite. J'ai posé une question peut-être d'autres pourraient se poser. Sonia, le fait d'avoir écrit ton bouquin et qui a quand même enfin mis au jour tout ce que tu as pu faire, comment tu as pu le faire, vraiment la ténacité, la persévérance et puis les preuves que tu as dû surmonter. Est-ce que toi, le fait d'avoir écrit le bouquin, t'a fait, disons, penser différemment ton futur dans ce que tu voulais faire, hein? Le fait d'avoir fait tout ce résumé de ta vie, de ce par quoi tu es passé, parce que ça t'a fait finalement remettre à l'esprit toutes les épreuves par lesquelles tu es passé. J'ai changé de posture par rapport à l'avenir. Donc on va dire que je suis plus confiante, qu'à chaque fois qu'il m'arrive un pépin, je ne vais pas dire on m'a jeté le mauvais œil ou la scoumoune ou la magie noire, etc. Tu vois, je vais dire bon, ben, ça va, c'est une épreuve, ça fait partie du jeu et il n'y a pas de souci. On va dire que je suis plus sereine, je suis plus confiante. J'ai envie de... Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je termine mieux mon chapitre sur les EMI pour rebondir sur un autre projet qui est les bonbons du bonheur, mais il faut que je clôture ce chapitre des EMI et de tous mes vieux projets ou tout ce qui était en stand-by avec les EMI soit lancé avant de rebondir sur les bonbons du bonheur. Mais seules les personnes qui ont lu le livre vont comprendre de quoi je parle, hein, pour les bonbons du bonheur. Mais c'est encore une histoire de résilience et que ça viendra en son temps. En tout cas, il n'y a plus cette notion d'être pressé. Voilà, ça maintenant je le vis mieux, je me précipite plus, je prends mon temps d'ailleurs, ça me ressemble pas, mais voilà. Après bon, ben voilà, il y a des tas de projets, que ce soit des formations, etc.,
qui mûrissent. Et on en parlera le moment venu, parce que toute chose a son temps. Hein, et en plus, il y a un nouveau film. Voilà, il faut que je reprenne mon nouveau film, donc il faut que je le termine. Et puis après, bon, bah voilà, chaque chose a son temps plutôt. Ouais. Voilà. Mesdames, on arrive au terme de notre échange. Je ne sais pas s'il y a une dernière question et puis je te laisserai sinon terminer, Sonia. D'accord. Alors, à toi la parole, Sonia. Je t'en prie. Ok, ben je vous remercie beaucoup parce que je viens de passer un super moment. Un super moment parce que ça fait plaisir de voir que vous avez apprécié le livre déjà et que j'apprécie particulièrement les questions pertinentes que vous avez posées. Et ça, c'est très important, voilà. Donc, pour ça, je vous remercie. J'ai passé un très bon moment et j'espère qu'on pourra renouveler, s'il le faut, pour les gens qui vont lire après le livre par la suite, d'aller plus loin. Je me rends disponible pour répondre à des questions plus précises s'il le faut. Et je te remercie vraiment, Leïla, de cette initiative et puis de mettre en avant comme ça des gens qui sont de notre culture, hein, et puis, comme tu dis, voilà, c'est vraiment très bien. Je t'en remercie vivement, comme tous ceux qui ont participé à ce book club. Merci à toutes d'être là. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les femmes de toutes les diversités. Pour moi, lire ce livre m'a appris une chose, c'est que vivre une expérience de mort imminente, c'est entrevoir aussi ce qu'il y a de plus précieux en nous, c'est l'éternité de notre conscience. Et que cette conscience-là, elle n'est pas extérieure à nous, mais qu'on peut la vivre au quotidien, on peut incarner cette conscience, on peut valoriser aussi notre éternité tous les jours avec des petits moments de bonheur, des futurs bonbons du bonheur. Je vous remercie, mesdames, d'être là, d'avoir pris ce moment, ce beau samedi après-midi, pour ce temps d'échange. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec le livre de Malika Hamidi, Un féminisme musulman et pourquoi pas. Alors oui, à Femmes et Diversité, on aborde des sujets aussi différents les uns que les autres. Et le but, c'est de montrer la richesse et la diversité de tous ces parcours que nous avons. Alors, qu'est-ce que tu as écrit, Sophia? J'ai pas pu lire. Je ne sais pas si on voit. Merci, Sonia. Mais c'est à l'envers, non? Ah oui. C'est à l'envers. Merci, Sonia, et merci à tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup, mesdames, et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Bonne fin de journée. Bon, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.